peuple et Israël-État, et même pour le bien de la Suisse. La Suisse mérite mieux que d'être vue à l'étranger parfois comme le pays où des antisémites grandissent, se fortifient. Non, vous méritez mieux que ça. Eh bien, il y a bien sûr les négationnistes, et ce que j'ai dit à leur sujet, sans doute vous le dites aussi, qu'ils témoignent de manque de sensibilité et d'humilité, d'intelligence, de savoir, et puis surtout ce qu'ils font, c'est qu'ils tourmentent les rescapés. Imaginons un père et ses enfants. Et le père, pendant très longtemps, comme vous l'avez mentionné, le père ou la mère, pendant très longtemps, hésitait d'en parler parce que pourquoi mettre le fardeau de cette mémoire sur les épaules fragiles de leurs enfants? Alors ils se taisaient. Et alors, avec le temps, ils ont commencé à parler. Donc ils se sont ouverts. Ils ont ouvert la zone la plus fragile, la plus vulnérable de leur être à leurs enfants. Là-dessus, les enfants lisent dans les journaux ou dans des livres que tout ça c'est faux. Des mensonges. Que doit ressentir le père face à la question muette des enfants? Papa, tu es sûr que tout ça c'était vrai? Tu ne sais pas imaginer? Et si j'en veux à ces négationnistes, c'est pour ça. Pas pour des raisons historiques, parce que finalement, on les oubliera, la vérité les effacera de la mémoire. Mais pour ce moment, le moment de rencontre entre père et fils, entre mère et fille, où il y a ce doute, cette peine, cette agonie, cette torture, cela est d'une telle méchanceté que je ne le leur pardonnerai pas. Et alors, quoi encore? Bien sûr, j'ai parlé d'abord, n'est-ce pas, qu'il y a une sorte de banalisation. Malheureusement, elle affecte aussi les commentateurs. Il y a des commentateurs critiques malveillants qui, en fait, refusent le droit de parole aux survivants. Ils disent, nous savons mieux que nous avons le document. Primo Levi, mon ami et camarade, nous étions ensemble dans le même bloc à Auschwitz, à Buna. Il est décrit comme, et je le cite, des voleurs du temps. Ils s'infiltrent par les trous des serrures et interstices et prennent nos souvenirs sans laisser des traces. C'est dur comme jugement, mais Primo était dur dans pas mal de ses jugements. Mais il y a quelque chose là-dedans. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a un assaut de directions diverses contre les survivants. C'est comme si on leur en voulait, non seulement d'avoir souffert, mais d'avoir survécu pour parler de leur souffrance. Avant, on se détournait d'eux. Maintenant, on ne peut pas se détourner d'eux. Ils sont là. Mais on leur en veut. Et pourtant, les revenants eux-mêmes, à peine debout, avaient tenté de parler en bégayant, de raconter par bribes ce qui leur était arrivé, mais on refusait de les écouter. On les plaignait, on les aidait à s'habiller, à se nourrir, à se réinsérer dans la société. On les consolait avec des propos aimables, imbus de bonnes intentions. On leur conseillait de ne plus regarder en arrière, de tourner la page, d'oublier. Dès qu'ils commençaient une phrase, on les interrompait avec plus ou moins de patience en disant « le passé, maintenant seul l'avenir compte ». Avec les années, on leur accordait quelques gestes symboliques, quelques larmes. On s'apitoyait sur leur histoire à des dates fixes, toujours le dimanche ou un jour férié. On commémorait la révolte du ghetto de Varsovie, on récitait le Kaddish collectif aux cérémonies de l'Holocauste. On hochait la tête en écoutant les orateurs déclarer que nous sommes tous des survivants. Et chacun rentrait chez soi avec un sentiment d'avoir accompli son devoir. Maintenant, la conscience tranquille, tous pouvaient se rendre le soir même au théâtre, au restaurant ou chez les voisins jouer aux cartes. Après tout, il fallait bien que la vie continue. Alors les survivants d'Auschwitz et de Maïdanek continuaient à garder le secret pour eux.
Que pouvait-il répondre? Il ne faisait que répéter, vous ne comprendrez pas, vous ne pourrez pas comprendre. C'était leur manière d'affirmer que l'indicible existe. Et oui, certains événements dépassent l'entendement et défient la raison. Et pourtant, ce qu'ils ont à dire, nul ne pourra dire. Seuls ceux qui ont vécu leur propre mort, à Belzec, ou à Birkenau, ou à Babillard, savent ce que ces noms représentent. Chacun d'eux reste un témoin unique car sa mémoire l'est. Nul ne peut la revendiquer comme sienne. Arriva donc le moment où ils comprirent ce qu'était leur devoir, en dépit des obstacles innombrables, ils l'acceptèrent. Mais ce n'est pas à cause des autres que certains parmi eux décidaient de se livrer. C'était plus simple. Ils se rendaient compte que le temps passait de plus en plus vite et qu'il effaçait la mémoire. S'ils continuaient de se taire, ils remporteraient leur vérité tragique, qui est l'essence même de la vérité, dans leur tombe. Ainsi, en état de guerre contre l'oubli, qui semblait gagner du terrain, ils se mettaient à aligner un mot après l'autre, une image, un épisode, un événement. Il fallait arracher à la mort le visage d'un enfant martyrisé, le sourire d'une mère devenue folle de chagrin, les larmes muettes d'un père devant le cadavre de sa fille égorgée, tout révéler. Dévoiler des choses cachées, des secrets douloureux, mais comment faire puisque leur manquaient les mots pour le dire? Eh bien, mes amis, l'avenir et le passé, qu'ont-ils en commun? Y a-t-il eu une rupture? Une autre ère? Sommes-nous ceux qui ont vu la destruction de notre peuple? Sommes-nous ceux qui vivons comme dans une sorte de rêve, avec l'espoir qu'un jour on se réveillera et on verra finalement que rien n'est arrivé? Je suis toujours dans ma petite ville et je me prépare le matin à aller à la yeshiva, le volume du Talmud sous mon bras, pour étudier des lois et visages anciens. Comment le grand prêtre s'habillait-il le jour du Kippour? Ah, ça m'intéressait à l'époque. Ça me fascinait. Que faut-il faire aujourd'hui? Changer de route? Jamais. Abandonner? Jamais. Au contraire, il faut travailler plus et mieux pour que notre mémoire soit une source de confort et d'humanité. Pour servir aussi donc l'humanité des autres. Enseigner dans un plus grand nombre d'écoles, inspirer à nos jeunes un plus grand amour pour notre peuple et pour tous les peuples. Établir des liens de vérité avec d'autres traditions, d'autres victimes, aujourd'hui, celles qui souffrent encore aujourd'hui. Travailler avec une ferveur accrue en faveur des victimes de toutes les injustices, mais sans perdre notre propre identité. Bref, conférer à la mémoire une dimension qui la transcende par ce lien entre passé et avenir. Car voilà, nous sommes ce lien. Nous sommes le pont. Pour conclure, je vous lirai un petit texte d'un écrivain qui, je pense, en 68 avait écrit l'histoire de la fin d'un village. Et comme Babillard, exactement, donc les amants étaient là, les SS étaient là, les familles après famille avançaient vers la ravine, dans une forêt. À présent, permettez-moi maintenant d'introduire le professeur Elie Wiesel, mais qui ne connaîtrait pas M. Wiesel, l'écrivain, le prix Nobel de la paix, le professeur, enseigné aux États-Unis les Humanities, ceci d'abord à la City University of New York, ensuite à Yale et parallèlement à l'Université de Boston. Je me limiterai donc à rappeler qu'Elie Wiesel a été lui-même victime de la Shoah, déporté de Siget en Transylvanie roumaine à Auschwitz quand il avait 15 ans,
il y a perdu sa mère et sa plus jeune sœur. Lui et son père ont été transportés ensuite à Buchenwald, où son père est décédé. Comme beaucoup d'autres témoins de la Shoah, il a vécu d'abord silencieux parmi ses souvenirs. Mais un des premiers, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, commencé à en parler et écrire avec la force d'expression que nous lui connaissons et qui nous émeut. C'est avec le livre « La nuit » qu'il a rompu le silence pour servir la mémoire. Nous sommes heureux et fiers que le professeur Elie Wiesel participe à notre symposium d'aujourd'hui et j'ai l'honneur de l'introduire maintenant pour sa conférence qui traitera du rôle de la Shoah, de sa signification, de la place qu'elle doit prendre dans l'histoire contemporaine. Monsieur le professeur, à vous la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur Meir d'Israël, Monsieur le recteur, mes chers collègues de cette université, Monsieur les rabbins, prêtres, curés, amis, au risque de vous surprendre peut-être, j'aimerais commencer cette méditation à voix haute par un désir de remercier la Suisse pour avoir accueilli pendant la guerre une jeune fille juive qui allait devenir mon épouse. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Eh bien, nous parlerons donc un peu du passé, nous parlerons de l'avenir, c'est le thème de votre colloque aujourd'hui. Le passé a-t-il un avenir? Souvenons-nous que l'avenir, autrefois, avait été autre chose que l'avenir, comme le passé lui-même avait changé de coefficient et de signification, car le passé allait devenir l'avenir, et l'avenir lui-même devenait donc le passé. Et nous sommes entre les deux, oscillant entre un extrême et l'autre, essayant de choisir une sorte de fidélité à l'un ou à l'autre, comme si les deux comportements étaient mutuellement, disons, incompatibles. Eh bien, oui, la question se pose, le passé a-t-il un avenir? Eh bien, récemment, le témoin en moi se sent soumis à de rudes épreuves. Son témoignage avait-il été reçu? Le messager de Kafka est tragique, finalement, parce qu'il est incapable de transmettre le message. La tragédie du survivant est peut-être due au fait qu'il a cru devoir transmettre son message, et pourtant le monde est resté inchangé. Bien pire, de partout, à tous les niveaux, ce message a été banalisé, commercialisé, corrompu. Soyons honnêtes, soyons sincères, disons-le, car c'est la vérité. Le terme de la Shoah, que si pauvrement nous appelons l'Holocauste, n'est-il approprié par tous ceux qui, à juste titre, dénoncent n'importe quelle injustice? Demain, en l'an 1 du 3e millénaire, nos amis non-juifs eux-mêmes
essaieront sans doute de raisonner avec nous. Et ils diront, écoutez, il faut tourner la page. Donnez-nous donc, donnez à nos enfants la possibilité de respirer un peu. Une fois par an, nous viendrons pleurer sur vos morts, prier pour vos martyrs, mais pas tous les jours. Ne nous rappelez donc pas chaque jour ce drame à l'échelle cosmique, cette tragédie à l'échelle planétaire, cette injustice qui implique et la création et peut-être, sans doute, son créateur. On ne peut pas ouvrir un journal, ouvrir une station de télévision ou de radio. On ne peut pas avoir une assemblée n'importe où, que ce soit dans une université ou dans une ambiance sociale ou politique, sans que le sujet revienne, et revienne avec force. Si ce n'est pas Barbie, c'est Touvier. Et si ce n'est pas les procès, c'est l'or. Et si ce n'est pas l'or, c'est l'argent. Et si ce n'est pas l'argent, c'est les banques. Pas un jour ne s'écoule sans que l'histoire essaye de puiser dans ses propres profondeurs une sorte de volonté de dire « je ne vous laisserai pas m'oublier ». Et alors tout revient, si bien qu'on ne sait plus comment se comporter, quelle attitude, quel comportement adopter envers